Bienvenue à cette session. Voyons un résumé des contenus que nous allons étudier. Dans la rubrique Ouverture, nous étudierons la chaîne de pions, c'est-à-dire une suite de pions en diagonale, chacun étant défendu par le précédent. Dans la rubrique Tactique, nous aborderons la pièce engagée, celle qui essaye constamment de se sacrifier pour sauver une position perdue. Dans la section Stratégie, nous traiterons les caractéristiques du pion qui reste isolé, détaché de la chaîne. Par la suite, nous examinerons l'un des moyens les plus importants pour réduire les points de fuite du roi ennemi dans les finales. Enfin, notre grand maître Miguel Illescas nous apportera une expérience précieuse dans l'action de couper la route au roi. Vous êtes prêts? Allons-y. Dans certaines ouvertures, les pions des deux camps sont face à face et forment une suite dans laquelle chaque pion est défendu par le précédent. C'est ce que l'on appelle une chaîne de pions. Comme vous le savez, les pions ne peuvent pas prendre vers l'avant. Et cette particularité signifie que lorsqu'ils sont placés les uns en face des autres, ils sont en réalité immobilisés. Cette situation peut durer de nombreux coups, voire toute la partie. Sauf bien sûr si la chaîne est brisée. Où devons-nous rompre la chaîne de pions de notre adversaire? Voyons-le sur l'échiquier. Les pions des deux joueurs se sont affrontés au centre, et cela a créé deux puissantes chaînes de pions face à face. Celle des blancs, qui tourne autour de C3, D4 et E5, et celle des noirs, E6, D5 et C4. Parce qu'ils forment une chaîne, les pions se défendent mutuellement. Cependant, si nous brisons la chaîne de notre adversaire, nous devons le faire en attaquant sa base. Dans ce cas, la base de la chaîne noire est le pion E6, celui qui a le moins progressé parmi les trois. Ainsi, la rupture naturelle des blancs consiste à avancer en F5. Ce coup libère l'action de la tour blanche par la colonne et celle des fous par les diagonales. Or, si les noirs décident de prendre en F5, les blancs peuvent prendre ce pion avec une pièce pour maintenir ouverte la colonne F, ou mieux encore, avec un pion, et dégager la colonne G pour l'attaque directe du roi. Mais le plus important, c'est que quelle que soit la façon de prendre, le point central des noirs restera sans protection et donc affaibli, alors que les blancs auront atteint un objectif important. Et vous le voyez, ils auraient deux pions balayant la sixième rangée. Ce serait très dangereux pour les noirs. Deux pions blancs auraient réussi à pénétrer sur leur territoire en étant bien renforcés et soutenus. Et quelle serait la rupture naturelle des noirs? B4. Avec ce coup, les noirs attaqueraient la base de la chaîne de pions blancs et dans le même temps, libéreraient l'action de leur propre pièce en élargissant leur rayon d'action. Rappelez-vous, il est important de bien analyser les chaînes de pions pour attaquer autant que possible à la base. Parfois, il peut être intéressant de briser certaines structures de pions pour ouvrir des colonnes d'attaque. Voici un exemple typique de la défense sicilienne. Les blancs ouvrent avec le pion du roi. Les noirs répondent par C5, et à partir de là, les deux joueurs continuent avec un jeu assez lent où le centre finit par être bloqué. Au septième coup, les blancs jouent cavalier G5 avec deux objectifs. Attaquer le pion F7 et, plus important encore, débloquer la colonne F. De cette façon, ils peuvent faire une rupture maintenant en F4. Les blancs recherchent avant tout l'ouverture de la colonne F pour que l'action de la tour F1 et du fou de C4 puisse converger vers la case critique F7.
Cela peut avoir d'importantes conséquences à long terme. Par conséquent, il est logique qu'après le 6e coup des Noirs, nous évaluons la possibilité de jouer cavalier G5 pour tenter la rupture naturelle en F4. Ci-après, nous verrons un thème stratégique important où la rupture est associée à ce que l'on appelle l'attaque de minorité. Cela consiste à utiliser les plus petits îlots de pions, les moins forts, pour détruire la chaîne de pions plus solide de notre adversaire. Regardez. Ici, l'îlot de pion A2-B2 sera utilisé pour affaiblir la chaîne de pions noirs plus forte. Pour y parvenir, les blancs jouent B4 et menacent d'avancer en B5 pour briser la chaîne adverse. Les noirs peuvent l'éviter en jouant A6. Mais les blancs reprennent leur attaque en répliquant par A4. Maintenant, nous pouvons voir clairement ce que veulent les blancs. Échanger leurs propres pions contre 2 de l'ennemi. Ainsi, les blancs parviendraient à conserver une chaîne très forte sur l'aile roi, tandis que les noirs auraient 2 chaînes beaucoup plus faibles, l'une sur l'aile roi et l'autre sur l'aile dame. Dans ce cas, après quelques coups, les blancs peuvent enfin exécuter leur plan. Échanger le premier pion. Et même si les noirs essaient de garder leur chaîne, les blancs ferment et changent le 2e pion. La structure qui en découle favorise les blancs d'un point de vue stratégique. Comme prévu par les blancs, les noirs se retrouvent avec 2 chaînes de pions, alors qu'ils en maintiennent une beaucoup plus forte. Maintenant commence le siège des faiblesses de la structure noire. Depuis E5, le cavalier attaque le pion non protégé en C6. Les noirs adoptent une attitude passive, et cela permet aux blancs d'envahir, avec tour B7, la 7e rangée, de sorte que le cavalier et la tour font maintenant pression sur F7. Les noirs échangent les fous et essayent d'expulser la tour ennemie de la 7e rangée. Mais les blancs continuent à attaquer avec tour C1. Ils persistent dans leur idée de gagner le pion en C6. Et même si l'attaque est lente, les blancs réussissent une attaque latérale. Les noirs essaient de contre-attaquer. Mais comme souvent, une petite combinaison aide les blancs à gagner le pion. Comme vous pouvez le voir, la double attaque qu'implique tour C6 va leur permettre de récupérer la pièce qu'ils ont sacrifiée au cours de la combinaison. En somme, les blancs gagnent du matériel. Gardez à l'esprit que tout cela était possible grâce à l'attaque de minorité. 2 pions se sont affrontés à 4 et par conséquent, les blancs ont créé des points faibles dans la position ennemie. Nous allons travailler les différentes ruptures dans les chaînes de pions avec quelques exercices. Dans chaque cas, vous devez évaluer la rupture la plus opportune. Analysez la position suivante sur l'échiquier. Vous jouez avec les noirs et vous devez prendre une décision. Quelle est la meilleure rupture? A5 ou F5? Pensez à tout ce que nous avons étudié et calculez bien les 2 options. Vous avez de 3 à 15 minutes pour analyser et choisir l'une des 2 ruptures exposées. Nous allons voir la solution. Les noirs sont parfaitement placés pour créer une rupture en F5. Cette rupture a le plus grand potentiel. D'abord parce qu'elle crée une rupture au centre. Ensuite, parce qu'elle menace de jouer F4 et de gagner le fou E3. Enfin, observez comment de nombreuses pièces noires convergent sur cet endroit.
Ils ont besoin que la position s'ouvre par cette voie pour libérer leur jeu. Si les blancs prennent et ouvrent une brèche pour sauver leur fou, les noirs peuvent reprendre avec pion, en occupant le centre avec 2 pions et en attaquant la case faible des 5. Par conséquent, avec la rupture en F5, les noirs réussissent quelque chose de très important, détruire le centre blanc. Cela ne serait pas arrivé si nous avions choisi d'aller en A5. Cette rupture ne serait pas justifiée sur le plan stratégique, car cela avantagerait les blancs d'ouvrir le jeu là où ils sont le plus intéressés. Regardez comme les fous blancs ont une grande capacité d'agir sur l'aile dame. En outre, si les noirs prennent en C3, les blancs pourraient faire une belle combinaison. Après tour par A1, les blancs captureraient la tour en offrant un fou aux noirs pour ensuite prendre leur dame. Cette réussite blanche n'est pas un hasard, mais le résultat d'un bon jeu positionnel, ou autrement dit, d'une mauvaise stratégie noire consistant à ouvrir l'aile dame. Rappelez-vous que de bonnes bases positionnelles aident à trouver de bons coups tactiques. Ainsi, les blancs ont pu trouver une bonne combinaison pour gagner la dame adverse dans cette variante. Nous allons aborder un exercice intéressant. La question est simple. En jouant avec les blancs, quelle est la meilleure rupture? B4, D4 ou jouer cavalier H2 pour faire une rupture en F4? Vous pouvez prendre de 3 à 15 minutes pour réfléchir et vous décider pour l'une des 3 options. Vous êtes sûrement déjà arrivé à la conclusion que la meilleure rupture est au centre. Les blancs se sont préparés pour cela avec le pion en C3, le cavalier en F3 et l'appui de leur dame depuis D1. Donc, tout est prêt pour la rupture en D4. Ce coup libère l'action de la dame par la colonne D, le jeu du fou sur la diagonale et en outre laisse la case D2 libre pour le cavalier. Le centre doit toujours être une priorité. Par conséquent, D4 était un coup très logique. Félicitations à tous ceux qui ont opté pour cela. Comme nous le verrons, les 2 autres options ne sont pas bonnes. L'avancée sur l'aile avec B4 oblige simplement le cavalier noir à revenir vers le centre, mais ce n'est pas un mauvais emplacement pour le cavalier. Enfin, jouer cavalier H2 pour faire une rupture en F4 est définitivement un mauvais coup. Cette fois, les blancs n'ont pas de tour en F1 qui justifie l'ouverture de la colonne. Et en outre, les blancs n'ont pas contrôlé la case F4. Par conséquent, ils ne peuvent pas créer une rupture ici. Si vous avez opté pour l'un de ces 2 coups, n'oubliez pas que vous devez toujours évaluer tous les facteurs de la position. Il est crucial de trouver les bons coups. Ici, nous avons une occasion de pratiquer la rupture de chaîne de pions. Soyez attentifs à la position. Qu'est-ce que vous jugez le plus approprié? Créer une rupture en F4 ou en A4? Encore une fois, vous avez de 3 à 15 minutes pour y réfléchir correctement. Les 2 coups envisagés sont bons. Cependant, l'un est nettement mieux que l'autre. La meilleure option est A4, car elle permet d'extraire tout le potentiel de la position. La tour blanche entrevoit déjà son invasion possible par la 7e rangée, où elle contribuerait à l'action du fou E3. Notez que les noirs ne peuvent pas prendre en A4, parce que s'ils le faisaient, les pions en C4 et A4 seraient impuissants. Alors, les blancs gagneraient bientôt un pion. Le fait que les noirs ne puissent pas prendre, et qu'ils soient forcés à rester passifs, est en soi un facteur en faveur de A4. Voyons maintenant ce qui arriverait si nous décidions de créer une rupture en F4.
Après les échanges en F4, nous voyons que le cavalier ennemi pourrait trouver le chemin pour accéder à E5, une bonne case centrale. Cette rupture ouvrirait la colonne F, mais aussi la colonne E, quelque chose dont les noirs pourraient profiter avec leur tour E8. Ainsi, le coup F4, sans être mauvais, donne du jeu aux deux camps, alors que A4 n'avantage que les blancs. Nous concluons donc que A4 était la meilleure option. Félicitations! La pièce enragée ou furieuse est celle qui essaye constamment de se sacrifier pour sauver une position perdue. Cela peut paraître étrange, mais c'est comme ça. C'est une ressource que vous devez connaître, car avec elle, nous pouvons obtenir la partie nulle dans des situations totalement désespérées. Nous allons donc l'étudier pour savoir quand et comment l'utiliser. La tour est la pièce qui est le plus souvent enragée. C'est ce qui arrive dans cet exemple. Regardez. Les noirs sont dans une situation très difficile. Ils ont 2 pions de moins et en outre, leur roi est sur le point d'être mis en échec sur la 8e rangée, ce qui permettrait aux blancs de promouvoir leurs pions. Comment peuvent-ils se sauver? Jusqu'ici, il n'y a rien de mieux que d'essayer de faire échec avec la tour D3. Mais le roi blanc se cache derrière son pion et, retranché dans cette position, il coupe toutes les échappatoires au roi noir, qui voit maintenant que la menace est devenue mortelle. Tour C8 serait échec et mat. Ici surgit le concept de pièce enragée. Regardez la situation essentielle qu'il doit y avoir. Le roi noir est patte. Il n'a pas de case disponible, mais il n'est pas non plus en échec. Les noirs profitent de ce facteur essentiel et jouent tour C3. La tour tente de se sacrifier parce que si les blancs la prennent, les noirs n'auraient plus de coups possibles et ce serait la partie nulle. Qu'est-ce qui se passe? Les blancs, le sachant, essayent d'éviter cette position de patte et au lieu de prendre, essayent de s'échapper. Mais alors la tour devient une pièce enragée et poursuit son homologue adverse. Elle insiste encore et encore pour être capturée. Quoi que la tour blanche fasse, la tour noire répondra en copiant le coup sur la 3e rangée. Et avec cette méthode, la pièce enragée obtient la partie nulle par répétition. Il peut arriver qu'il faille sacrifier une dame en dernier recours pour sauver la partie. Observez cette situation. Les blancs, qui ont 2 pions en moins, trouvent le moyen de sauver la situation compromise dans laquelle ils se trouvent. Ils font échec en C8. Et quand le roi se déplace vers la seule case disponible, la dame blanche trouve un échec salvateur en F5. La dame enragée se livre en sachant que si les noirs prennent, ils enlèvent au roi blanc la seule case disponible. Ce serait la partie nulle par patte. S'ils ne prennent pas, la dame blanche continuera à se sacrifier sur F5 pour obtenir la nulle par répétition. Peut-être pensez-vous que les noirs ont un autre choix, couvrir l'échec. Mais méfiez-vous, observez ce qui se passerait. Après dame F5, les noirs occulteraient avec G6. Mais alors il y aurait échange de dames et les blancs parviendraient rapidement à promouvoir leur pion. Et ils perdraient la partie. Les noirs seraient contraints de se soumettre à la fureur de la dame enragée qui a su obtenir la partie nulle. Deux jeunes grands maîtres russes s'affrontèrent en 2010 dans une partie où ils ont atteint cette curieuse position. Les blancs avaient sacrifié du matériel pour arriver jusqu'ici, mais il semblait que l'attaque blanche ne fonctionnait pas complètement, car comme vous le voyez, les noirs disposaient de plusieurs pièces pour défendre leur roi. Cependant, le joueur blanc avait bien calculé et savait qu'il ne pourrait pas sauver la partie avec brio.
Comment? Observez le procédé. D'abord, la tour s'est sacrifiée en C8 pour utiliser ensuite la pièce enragée avec dame D7 échec. Il s'agit d'un exemple dans lequel deux pièces ont été sacrifiées, en comptant que le roi blanc était patte. Les noirs essayèrent de s'échapper avec le roi, mais la dame enragée a continué à faire échec jusqu'à être capturée. C'est un cas très original et difficile à voir, car le roi était patte, bien qu'il y avait encore de nombreuses pièces sur l'échiquier. Il faut dire que, dans cette position, il y avait plus d'un moyen d'atteindre le même résultat. Par exemple, la tour blanche pouvait s'être sacrifiée en E7 pour essayer d'autres échecs avec la dame enragée. Mais le résultat est le même dans chaque cas, nul par répétition ou par patte, que l'on obtient grâce à l'utilisation de la pièce enragée. Rappelez-vous, la pièce enragée est un moyen, en cas de patte, qui nous permet de sauver une partie en apparence perdue. Bien sûr, cette situation particulière de patte peut se rechercher de manière calculée et préméditée. Ci-après, nous essaierons d'appliquer la procédure de la pièce enragée comme technique défensive.